Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sigma. Et oui, je suis le frère jumeau de lui. Alors aujourd'hui, ce sera pas une obsession comme vous avez eu l'habitude de le voir sur cette chaîne, ce sera plutôt ce qu'on appelle une hope story. En une dizaine de minutes, on va parler d'un phénomène de société que nous avons jugé assez intriguant qui va nourrir votre culture générale. C'est parti. Le sujet du jour est très simple, ou peut paraître très simple. Qui a inventé l'email? Ou plutôt devrais-je dire, qui a réellement inventé l'email? Tout d'abord, faisons ce qu'il y a de plus naturel. Cherchons sur Google qui a inventé l'email. Et lorsqu'on le fait, ça donne ça. Ray Tomlinson. Réponse assez intéressante. Pourtant, lorsqu'on se penche un peu plus sur l'historique de cette invention, on remarque deux choses. La première, 1971, création de l'email par Ray Tomlinson, qui a envoyé, je cite, le premier email de l'humanité. Et lorsqu'on avance, on voit que ce n'est qu'en 1982, première utilisation du mot email. La question qu'on devrait naturellement se poser, en tout cas celle que moi je me suis posée, pourquoi tant de délai entre la création d'une invention et l'apparition de son nom? Ça vous paraît pas étrange ça? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, Ray Tomlinson, qui travaillait pour Bolt, Beranek et Newman Technologies, n'avait pas inventé l'email, qui n'existait tout simplement pas. Aucun document ne mentionnait l'email. La création dont Google et plein d'autres sites font référence est en réalité le SNDMSG, ou littéralement le Send Message, qui n'est autre qu'un assemblage de code hautement technique qu'un expéditeur devait taper pour envoyer un message d'un ordinateur à un autre. Il faut savoir une chose, à l'époque les ordinateurs c'était pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Oh non, c'était des gros ordinateurs comme celui-ci. Ce qu'a fait Ray Tomlinson, c'est tout simplement qu'il a assemblé des parties de code qu'il a mis à jour pour permettre d'envoyer entre deux ordinateurs ce qu'on appelle une chaîne de texte, ou en anglais, string. Non, pas ce string là. Un string, comme on dit en anglais, une chaîne de texte. Et le tout via une connexion réseau, à savoir là, deux ordinateurs, unité centrale. Il est nécessaire de recontextualiser le fait que bon nombre d'inventions liées à l'Internet, à cette époque, étaient créditées aux employés de BBN Technologies. Petit détail, vous me direz. On verra par la suite. Mais alors, qui a inventé l'email? Du moins, l'email tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous l'utilisons aujourd'hui, et qui a bien pu le nommer ainsi? Eh bien, figurez-vous que la réalité historique de l'email est bien plus sombre que vous ne le croyez. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour en savoir plus, nous devons retourner dans les contrées lointaines de l'Asie du Sud, et plus précisément en Inde, où un nom ressort. Shiva Ayadurai. Shiva Ayadurai. Excusez-moi, je suis pas indien, j'espère que mes indiens et mes indiennes vont pas me détruire en commentaire. Mais qui est donc ce fameux Shiva Ayadurai, ou Dr Shiva, tel qu'on peut l'appeler aujourd'hui? Il faut savoir que Dr Shiva, dès son plus jeune âge, a vécu plusieurs expériences. En effet, il a passé une partie très jeune de son enfance en Inde, où il a pu expérimenter le système de caste, qui est une division hiérarchique de la société en fonction de son hérédité. Et ouais, c'est pas partout facile dans le monde. Il a ainsi passé une partie de son enfance dans les contrées et campagnes très profondes de l'Inde, où tu pouvais voir les personnes cueillir dans les rizières à main nue. Et en face, il a aussi expérimenté le fait de voir d'autres personnes vivre avec des moyens supérieurs aux siens, ce qui n'était pas très facile, notamment dans des villes comme Bombay, où le contraste entre les bidonvilles et la ville plus développée est très marqué. Il a notamment grandi aux côtés de sa grand-mère qui utilisait des systèmes médicaux traditionnels, donc on peut qualifier de tradipraticienne aujourd'hui, pour soigner et guérir les maladies de ses compatriotes, et en étudiant les traits faciaux de ses patients. Intéressant. En 1970, qui marque la fin de la guerre du Vietnam, les parents de Shiva décident de déménager aux États-Unis. Il a alors 7 ans. Il faut savoir qu'à cette époque, l'usage des ordinateurs est loin d'être démocratisé. En effet, ce ne sont qu'une certaine tranche de la société qui peuvent les utiliser, tels que les scientifiques, les chercheurs et tout simplement les informaticiens. Il fallait savoir coder, il fallait maîtriser le langage informatique pour pouvoir espérer utiliser un ordinateur. Ce qui fait que dans les bureaux, les secrétaires et autres n'utilisaient pas d'ordinateur. Et que Shiva, notamment, ne pouvait pas en avoir chez lui. En 1978, Shiva a alors 14 ans. Et il fait partie de ces enfants qui maîtrisent les limites, les dérivés, les intégrales à la perfection.
il n'est encore qu'en 9th grade, qui fait référence à la classe de 3e en France. Faut savoir une chose, c'est que moi aussi, ayant suivi un cursus scientifique, ça en a peut-être pas l'air, pourtant j'ai beaucoup galéré avec tout ce qui est dérivé, intégral. On pouvait plutôt dire que j'étais intégralement limité. Ah non, c'est pas du tout le cas de Shiva. Lui, il maîtrise à la perfection tout ce qui est calculus, le terme utilisé pour désigner cette partie des mathématiques. Pourtant, il se considérait pas du tout comme un génie. Non, lui, c'était plutôt le type de gars qui allait chercher à résoudre des problèmes mathématiques jusqu'à 3h, 4h du soir. C'était quelqu'un qui était un travailleur acharné, mais pas que. En effet, on pourrait le qualifier de génie précoce. Comme tu peux le deviner, un moment arriva où Shiva n'avait pas vraiment de choses à faire à l'école. Il était un peu trop en avance sur son temps. Eh bien, ça tombait bien parce que sa mère, au bon timing, a vu une annonce disant qu'un professeur de l'université de New York lançait un concours national dans lequel 40 élèves seulement allaient être sélectionnés pour intégrer l'Institut des sciences et mathématiques. Le big deal. C'était comme aller au paradis de l'ordinateur à l'époque. Malgré le fait que Shiva soit trop jeune, de 2 ans, il fut sélectionné parmi les 40 élèves. Et mieux que ça, il fut sélectionné premier. Il faut savoir que durant cette période de concours qui n'était pas très facile pour lui, il prenait le train tout seul de Newark jusqu'à New York, se levant à 5h du matin et rentrant souvent à 22h ou plus tard. Ça en dit long sur le tempérament du personnage. Il est important de rappeler qu'à ce moment-là, Shiva n'a que 14 ans et il vient de finir le 9th grade. C'est-à-dire qu'il est au collège, il vient de le terminer sa 3e. Il n'a pas encore fait tout son lycée, il lui reste tout ça à faire. Mais l'un de ses professeurs, voyant que son potentiel était limité par le système scolaire, a réussi à convaincre l'administration et le corps enseignant de permettre à Shiva de faire d'autres choses. Par le même temps, la mère de Shiva venait de rencontrer un professeur de l'école médicale de Rutgers, à Newark, dans le New Jersey. Ce dernier donna l'opportunité à Shiva de venir travailler en tant que chercheur à plein temps dans le centre médical de l'école. Il a encore une fois 14 ans. Le tout en complétant son cursus scolaire à côté. À cet âge, sa première mission ne fut pas des moindres. En effet, il devait étudier le cycle de sommeil des bébés afin de savoir pourquoi certains mouraient dans leur sommeil. Le tout grâce à des algorithmes ultra puissants. On voit là qu'il était donc malgré son âge considéré comme un employé à part entière. Mais alors qu'en est-il de la conception de l'email ? J'y viens tout de suite. Les systèmes utilisés dans ces bureaux étaient notamment appelés les systèmes de courrier interbureaux. Il faut savoir qu'à cette période relativement sexiste, la plupart des cadres avaient à côté de leur bureau des secrétaires qui étaient des femmes. À 100% des cas. Et cette femme avait systématiquement sur son bureau plusieurs éléments. Il faut savoir que ces éléments étaient communs à toutes les secrétaires du pays. 1. Une machine à écrire. Logique pour l'époque. 2. Une boîte de réception. Littéralement une boîte où on mettait tous les documents reçus, que ce soit courrier ou autre document écrit. Une autre boîte similaire qui correspondait à une boîte d'envoi. Une troisième boîte qui s'appelait la boîte de brouillon. Tu peux appeler brouillon tout simplement. Derrière elle étaient situés des casiers où elle pouvait ranger des dossiers. Enfin, elle avait ce qu'on appelle une corbeille. Mais attends, ça te rappelle pas quelque chose tout ça ? C'est bien ce que je me disais. Mais attends, ça devient encore plus intéressant. Sur ce même bureau étaient disposés des trombones auxquels étaient attachés ce que l'on appelle des mémos. Et la structure de ces mémos est assez intéressante, car elle reprend exactement la même structure que lorsque nous envoyons un email, à savoir to pour le destinataire, from pour l'expéditeur et cc. Sois attentif. CC pour carbone copy. Et quand je parle de carbone copy, je parle tout simplement d'une copie carbone. C'est-à-dire comme quand lorsque tu vas chez le médecin et qui te fait un arrêt de travail. Il remplit ton arrêt de travail et derrière il t'a collé une feuille de carbone qui va recopier le contenu écrit. Une pour l'employeur, la copie originale, et la deuxième pour l'envoyer simultanément à ta CPAM. Donc là tu viens de comprendre que CC, pour les mails, ça fait référence à copie carbone. Et moi je venais de l'apprendre lorsque j'ai fait ma recherche. Donc maintenant tu sais que les secrétaires à l'époque pouvaient envoyer des courriers, en recevoir, les mettre dans des corbeilles pour pouvoir les gérer en fichier, et notamment mettre des personnes en copie. Et c'est pas tout. Aux documents que tu envoyais, en plus de pouvoir mettre en copie des personnes, tu pouvais joindre des documents, tels que c'est encore fait aujourd'hui, par des trombones. C'est-à-dire que tu vas pouvoir joindre des photos, d'autres documents supplémentaires. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui pour le système de mail, que ce soit pour tes boîtes Yahoo, Gmail ou autres.
À partir de là, tu dois avoir compris que c'est bien différent de simplement échanger des strings entre deux computers. Non, là, il s'agit de traduire en un système électronique tout un système papier déjà établi et utilisé par les secrétaires de l'époque. De plus, le contenu de ces mémos est inséré dans des enveloppes qui étaient elles-mêmes insérées dans ce que l'on appelle des tubes pneumatiques, qui faisaient tout un réseau dans les bureaux. À l'époque, on pouvait dire que c'était les guts, c'était les tripes des bureaux, les tripes des business. En affaires, on ne pouvait pas fonctionner sans ces tubes pneumatiques. Tout fonctionnait comme ça, allant des entreprises, aux écoles, aux bibliothèques. Que ce soit pour les écoles ou les ministères, tout passait par les systèmes de courrier interbureaux. Mais alors, comment ça se passait plus précisément le fonctionnement des envois de mémos? Tout simplement, le directeur va dicter à sa secrétaire ce qu'il y a à rentrer dans la première version de la mémo, à la machine à écrire. La machine à écrire va générer un premier document. Ce document va être mis dans la boîte à brouillon, celle dont j'ai parlé précédemment. Le directeur va ainsi récupérer ce brouillon et repasser dessus en y apportant ses corrections. Il va ensuite redonner les corrections à la secrétaire. La secrétaire va ensuite, elle, récupérer ce brouillon, rédiger la version finale de ce mémo et enfin la mettre dans la boîte d'envoi. Je sais pas pour toi, mais ça m'a fatigué déjà. Dr. P. Mickelson, qui était le tuteur de Dr. Shiva à l'époque, l'a mis au défi, un jeune de 14 ans, de traduire tout ce système papier en un système électronique utilisable par les secrétaires. Tu vois bien que la tâche là est bien différente d'envoyer un mot tel que « bonjour » entre deux computers. Non, il fallait tout regrouper, les différents composants qui composaient ce système papier, les boîtes de réception, les fichiers, les corbeilles, les copies carbone, tout cela en un seul système électronique qui allait pouvoir être réutilisable de manière simplifiée pour les secrétaires qui à l'époque n'avaient jamais utilisé d'ordinateur. La seule chose qu'elles avaient utilisée, c'était leur machine à écrire. Eh bien, figure-toi que ce défi, à l'époque, à l'âge de 14 ans, Dr. Shiva l'a brillamment relevé en codant 50 000 lignes de Fortran. A noter que lorsque l'on codait en Fortran à l'époque, il était obligatoire de coder en lettres majuscules. Et le nombre maximum de variables ne devait pas dépasser 6 caractères. Sachant que le système d'exploitation utilisé par Shiva à l'époque ne lui permettait que d'utiliser 5 caractères par variable. D'où le fait qu'il nomma son programme email. À la suite de cela et après validation de son tuteur et d'autres chercheurs du corps scientifique du centre médical de Newark, il donna plusieurs séminaires à des centaines de personnes pour leur apprendre à utiliser la première version de l'email. Il n'a alors que 14 ans. L'email n'étant qu'en phase expérimentale, il commençait déjà à se démocratiser dans plusieurs systèmes de courrier interbureau. Mais ce n'est qu'en 1980, lorsque Shiva postula et fut accepté au MIT sur conseil de son école, le MIT qui est le Massachusetts Institute of Technology, que 3 étudiants furent mentionnés en première page du journal de l'université. Et parmi ces 3 étudiants se trouvait Shiva Ayadurai, où il fut pour la première fois identifié sur papier comme étant l'inventeur de l'email. Seul problème, à l'époque, ceux qui constituaient les lois et qui occupaient les congrès ne connaissaient pas grand-chose en matière de logiciels, ce qui fait que les lois sur la propriété intellectuelle de ces derniers n'avaient pas encore été écrites. Il a fallu attendre un amendement pour que Shiva puisse copyrighter le code appartenant à l'email. Et c'est la première fois que l'on voit le mot email apparaître au grand public ainsi que son inventeur, faisant référence à tout ce système que l'on utilise encore aujourd'hui dans le monde professionnel, qui fait référence et qui nous renvoie aux premières utilisations des systèmes interbureaux, des courriers et autres envois de documents. Et bizarrement, lorsque l'on tape inventeur de l'email sur Google, on ne trouve toujours pas le nom de Shiva Ayadurai dans les précurseurs de ce dernier. Pourtant, c'est bien lui qui l'a inventé. C'est assez étrange, vous ne trouvez pas? Dans la plupart des timelines qu'on peut trouver sur le sujet, on voit 1982, apparition pour la première fois du mot email. Oui, mais d'où sort-il? Du ciel? De plus, la particularité du premier copyright sur l'email fait par Dr. Shiva, qui le crédite comme le premier inventeur, protège le code uniquement du système email, et non ses idées, telles que boîte de réception, boîte d'envoi, corbeille, fichier ou autre. Cela pose problème, car à l'époque, lorsque ton code est copyrighté, il est déclaré open source. Ce qui fait que des sociétés telles que IBM
ou autres, à l'époque, qui étaient mainstream, ont accès à tout ce code. Et ces derniers sont venus et n'ont même pas cherché à savoir que c'était un enfant de 14 ans qui habitait à Newark à l'époque qui a créé ce code. Qui plus est, qui est indien. Et là, vous pouvez me dire, mais ça fait quoi qu'ils soient indiens ? Eh bien, ça fait toute la différence. Car comme je vous l'ai dit dans l'introduction, toutes les inventions qui étaient liées à l'Internet à l'époque étaient créditées à des hommes blancs à lunettes. Ce qui fait que l'intelligentsia informatique et intellectuelle de l'époque était créditée à une certaine classe seulement de la population. Or, l'une des plus grandes créations de ces derniers siècles a été trouvée par l'une des personnes du peuple. Si vous voyez ce que je veux dire encore une fois. Dès lors, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que des grandes sociétés comme Wikipédia affichent sur leur site que la création de l'email est controversée ou polémique. Quant au Dr Shiva, lorsqu'il est écrit noir sur blanc, que c'est bien lui qui a créé et développé le système que nous utilisons tous aujourd'hui encore. Il faut noter que la mère de Dr Shiva a joué un rôle très important dans l'historique de la création de l'email aussi. 3 mois avant sa mort, elle a renfermé dans une mallette tous les artefacts prouvant que c'était son fils qui avait créé tout ce système. Là encore une fois, l'importance de la mère, vous la voyez. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que des articles parus dans des journaux mainstream, tels que le Time, énoncent et créditent le Dr Shiva comme étant l'inventeur de l'email. Des reportages ont été faits, même des films il me semble. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que Dr Shiva s'est défendu lui-même. En effet, il a créé tout un site web répertoriant toutes les fausses accusations et les idées reçues sur l'invention de l'email, en les réfutant tout en y apportant la contre-preuve. C'est-à-dire que sur ce site qui est inventorofemail.com, il y a tous les documents et artefacts répertoriés prouvant et qualifiant Dr Shiva comme étant le créateur de l'email. Dans ce site, on y retrouve notamment des personnalités telles que le professeur Chomsky, qui est l'une des personnes les plus citées dans les publications scientifiques de ces 20 dernières années, qui plaide la cause de Dr Shiva. Si avec toutes ces preuves vous avez encore des doutes sur qui est l'inventeur de l'email et que vous croyez Google ou bien Wikipédia, je vous invite à vous renseigner sur le programme de Ray Tomlinson et vous verrez la différence entre les deux inventions et l'absurdité d'appeler sa création en 1971 l'email. Ça n'a pas vraiment de sens de prendre un mot inventé par un Indien de 14 ans en 1978 et de l'attribuer à une création qui n'a rien à voir à un homme blanc ayant la trentaine à l'époque, travaillant chez BBN Technologies. Et sur Google, Wikipédia, moi si je veux avoir cette information, je tombe sur une information erronée. Incroyable, n'est-ce pas ? Oui, j'ai bien dit erronée. Ray Tomlinson n'a pas inventé l'email car il n'existait pas à l'époque. Il a inventé le SND-MSG, le Send Message. C'est comme si tu me disais, moi, en 1971, j'invente le vélo. Et mon frère jumeau, 7 ans après, invente la moto. Mais c'est moi qui suis crédité pour l'invention de la moto parce que j'ai créé un vélo qui avance sur 2 roues. Ça n'a pas de sens. Ceci étant dit, à qui profite le crime ? Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir qu'à notre époque, comme tu peux le voir, même aujourd'hui, la discrimination sur l'intelligentsia est très marquée, que ce soit vis-à-vis de l'homme et de la femme, ou des plus clairs et des moins clairs, si tu vois ce que je veux dire. Si cette vidéo t'a plu et surtout t'as appris des choses, car c'est le plus important, n'hésite pas à t'abonner et à ajouter un petit pouce bleu, c'est très important. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, @o.dpt. Salut, c'était Sigma pour Love Story numéro 1. Go first, then my daddy. From the other side, they both me because somebody. You live in a virgin, I become a man already. Grew up in poverty, nigga better born ready. Have you ever went to cemetery? No.